Le génie n'est pas fait que de logique et d'éclat. Parfois, c'est manger de la peinture, avoir peur des haricots ou tomber amoureux des pigeons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour célébrer leur chef-d'œuvre. Nous sommes là pour décortiquer les habitudes bizarres, les rituels absurdes et la folie totale qui ont alimenté certains des esprits les plus brillants de l'histoire. 1. Commençons par Nikola Tesla, l'homme qui a pratiquement imaginé notre réseau électrique. Pendant qu'il se battait avec la foudre, son cœur appartenait à des pigeons. Ce n'était pas un simple passe-temps consistant à jeter des miettes de pain au parc. Tesla était totalement dévoué, dépensant des milliers de dollars qu'il n'avait pas pour construire des dispositifs élaborés afin de s'en occuper. Mais son obsession a atteint son apogée avec un pigeon blanc en particulier. Il a déclaré ouvertement qu'il l'aimait comme un homme aime une femme, affirmant qu'elle était son âme sœur et qu'elle le comprenait parfaitement. Il croyait même que, la nuit où elle est morte, elle avait volé jusqu'à sa fenêtre et qu'une lumière éclatante avait jailli de ses yeux pour lui dire que son œuvre était achevée. Ainsi, l'architecte du XXe siècle a trouvé son unique grand amour dans un oiseau. 2. Nous connaissons tous le cliché de l'artiste affamé, mais Vincent van Gogh lui a donné une tournure singulièrement toxique. Durant les périodes les plus sombres de sa souffrance mentale, il a développé une habitude horrifiante. Il mangeait ses propres peintures à l'huile. Ce n'était pas simplement le cas d'en avoir un peu sur les doigts. Il ingérait activement des pigments chargés de plomb, d'arsenic et d'autres substances chimiques mortelles. Il y a une ironie déchirante dans le fait que les mêmes substances qu'il utilisait pour créer la beauté vibrante et porteuse de vie de Tournesol ou de La Nuit étoilée étaient aussi celles dont il se servait pour s'empoisonner de l'intérieur. C'était une compulsion tragique et étrange, où le créateur cherchait littéralement à ingérer sa propre création. Un geste désespéré dans sa lutte de toute une vie contre les ténèbres de son esprit. 3. Quand vous sentez des pommes pourries, vous pensez probablement à sortir les poubelles. Quand le légendaire poète allemand Friedrich Schiller les sentait, il se disait « Il est temps d'écrire un chef-d'œuvre ». Ce n'était pas un accident. Il gardait délibérément une réserve de pommes en décomposition dans le tiroir de son bureau, convaincu que leur puanteur fétide et légèrement sucrée était le stimulant créatif ultime. Ses amis, et même sa propre femme, auraient été écœurés par l'odeur qui imprégnait son cabinet de travail. Mais Schiller restait inflexible. Il ne pouvait écrire une seule ligne de ses pièces ou poèmes célèbres sans que ce parfum particulier de décomposition ne flotte dans l'air. C'est comme si sa muse était une mouche des fruits, et que sa version de l'aromathérapie consistait à inhaler des effluves qui feraient vomir n'importe qui. 4. Imaginez réussir un entretien avec l'unique Thomas Edison. Vous vous sentez confiant, jusqu'à ce qu'il vous invite à un bol de soupe. Ce n'était pas un geste amical, c'était l'ultime épreuve, brutale. Quand la soupe était servie, Edison vous observait avec une intensité de rapace. Si vous osiez ajouter du sel ou du poivre avant d'y goûter, on vous montrait immédiatement la porte. Pas de poste pour vous. Pour Edison, ce simple geste prouvait que vous étiez gouverné par des présupposés et qu'on ne pouvait pas vous faire confiance pour vérifier les choses par vous-même. C'est une astuce incroyablement arrogante, mais indéniablement maligne. Cela signifiait aussi que, si vous étiez quelqu'un qui aimait sincèrement une soupe bien assaisonnée, vous étiez apparemment trop téméraire et impulsif pour travailler pour le plus grand inventeur des États-Unis. 5. Albert Einstein, l'homme qui a démêlé la trame du cosmos, était un rebelle convaincu lorsqu'il s'agissait d'un vêtement en particulier, les chaussettes. Il les considérait comme une nuisance totale, faisant valoir qu'elles étaient inconfortables et que son gros orteil finirait inévitablement par y percer un trou de toute façon. Alors, il a tout simplement cessé d'en porter, même avec des chaussures de ville. Cette délicieuse excentricité, toutefois, fait pâle figure face à ses habitudes de grignotage rapportées. À l'occasion, on disait qu'il se contentait d'attraper une sauterelle au sol et de la manger. Pas d'histoire, pas de cérémonie, juste une collation rapide et riche en protéines offertes par Mère Nature. C'est le paradoxe Einstein parfait. Un esprit qui contemple des lois universelles tandis que le corps est alimenté par des insectes du jardin et des pieds sans chaussettes. 6. Si vous pensez être accro au café, vous n'êtes qu'un amateur,
comparé au géant littéraire français Honoré de Balzac. Pour soutenir ces monstrueuses sessions d'écriture, qui pouvaient durer jusqu'à 18 heures, il consommait une quantité de café qui dissoudrait probablement la muqueuse de l'estomac d'une personne normale. Selon certaines estimations, il buvait jusqu'à 50 tasses par jour d'un café épais, à la turque. Quand cela ne suffisait plus à le tenir éveillé, il sautait simplement l'eau et mangeait, à jeun, les grains de café crus finement moulus pour une décharge directe et explosive dans son organisme. Ce n'était pas seulement une habitude, c'était un carburant à très haut indice d'octane qui a propulsé la création de La Comédie humaine, une vaste série de près de 100 romans. Cet homme ne faisait pas qu'écrire des histoires, il vibrait avec elles. 7. La plupart des personnes créatives peuvent écouter de la musique ou aller se promener pour laisser venir les idées. Ludwig van Beethoven, en revanche, préférait une approche plus violente. Avant de s'asseoir pour composer ses symphonies bouleversantes, il avait un rituel, arpenter sa chambre en se versant sur la tête des seaux d'eau glacée. Il affirmait que c'était la seule façon de secouer son cerveau et de le mettre en marche. Cette habitude le trempait non seulement complètement, mais inondait aussi régulièrement ses appartements, entraînant de graves dégâts des eaux et une longue série de propriétaires furieux qui finissaient par l'expulser. Il y a quelque chose de parfaitement beethovenien dans tout cela, un acte chaotique et tempétueux d'électrochoc auto-infligé pour libérer la musique sublime et puissante prisonnière dans son esprit. 8. Sur scène, Frank Sinatra était l'incarnation du cool sans effort, l'impossible chairman of the board, à la suavité parfaite. Mais en privé, il menait une guerre acharnée contre les microbes, poussé par un grave trouble obsessionnel compulsif. Son obsession de la propreté était dévorante. On disait qu'il prenait jusqu'à une douzaine de douches par jour, se lavant constamment les mains au point de les irriter. Dans sa loge, il exigeait un arrangement très précis. Exactement 12 serviettes parfaitement propres devaient être disponibles en permanence, ni plus ni moins. Ce n'était pas une exigence de rockstar pour le luxe. C'était une tentative désespérée de gérer l'angoisse paralysante qui le hantait. C'est un rappel brutal que, derrière la voix légendaire, se cachait un homme aux prises avec un esprit qui ne se sentait jamais, au grand jamais, assez propre. 9. Le mathématicien grec de l'Antiquité Pythagore nous a légué l'élégant théorème sur les triangles rectangles, pierre angulaire de la logique et de la raison. C'est pourquoi il est absolument hilarant qu'il ait eu une terreur pathologique des haricots. Oui, des haricots. Plus précisément, des fèves. Ce n'était pas seulement une préférence alimentaire. C'était une phobie à part entière qui devint une règle centrale de son entourage aux allures de secte. Ses disciples avaient l'interdiction d'en manger, d'en toucher, ou même de traverser un champ qui en était rempli. Pourquoi? Les théories sont délicieusement insensées. Certains disent qu'ils pensaient que les haricots contenaient les âmes des morts, d'autres que leur forme ressemblait à des embryons humains. La légende raconte qu'un jour, acculé par ses ennemis, il choisit d'être capturé et tué plutôt que de s'échapper en traversant un champ de fèves tout proche. Imaginez un peu, un esprit capable de déchiffrer l'harmonie mathématique de l'univers mis à genoux par une légumineuse. 10. Alfred Hitchcock était le maître incontesté du suspense, un homme capable de transformer une nuée d'oiseaux ou la douche d'un motel en matière à cauchemar. Mais qu'est-ce qui terrifiait vraiment ce génie du cinéma? Quelle était son horreur ultime? Un œuf? Il souffrait d'une ovophobie invalidante, une peur pathologique des œufs. Il affirmait n'en avoir jamais mangé de toute sa vie et ne supportait même pas de les regarder. De ses propres mots, un œuf était une chose ronde blanche dégoûtante sans aucun trou. Et la vue d'un œuf cassé laissant couler son jaune était révoltante. Il y a là une ironie profonde. L'homme qui manipulait avec brio nos peurs les plus profondes était lui-même paralysé par un aliment ordinaire du petit déjeuner. Cela semble presque logique. Seul un esprit capable de trouver dans un œuf une horreur aussi pure et sans trait pouvait nous faire avoir peur du banal. 11. Napoléon Bonaparte était un génie militaire qui conquit la majeure partie de l'Europe, commanda des armées de centaines de milliers d'hommes et changea le cours de l'histoire mondiale. Sa présence pouvait faire trembler les rois. Mais il y avait une créature capable de réduire le puissant empereur à un tremblement pitoyable,
un simple chat domestique. Napoléon souffrait d'une grave hélurophobie, une peur intense des chats. La vue d'un félin pouvait, paraît-il, déclencher une crise de panique, avec sueur froide et cœur qui s'emballe. C'est une image presque cartoon, un homme qui affrontait les tirs de canon sans ciller, qui planifia la bataille d'Austerlitz, complètement défait par un chaton tout duveteux entrant dans sa tente. Cela prouve simplement que, peu importe votre puissance, peu importe combien de nations vous pliez à votre volonté, il y a probablement quelque part un chat qui pense que vous êtes son pitoyable serviteur terrifié. 12. James Joyce, l'auteur d'Ulysse, a littéralement réécrit les règles de la littérature avec sa prose complexe et révolutionnaire. Son esprit était un labyrinthe de langues et d'idées. Pourtant, ce titan du modernisme était handicapé par deux des peurs les plus courantes qu'on puisse imaginer, la peur des chiens et la peur des orages. Sa cynophobie, la peur des chiens, aurait commencé après qu'il eût été attaqué par l'un d'eux lorsqu'il était enfant. Son astraphobie, la peur du tonnerre, lui fut inculquée par une tante très pieuse qui lui disait que c'était la voix courroucée de Dieu. Ainsi, tandis qu'il déconstruisait la conscience humaine sur la page, un caniche aboyant ou un roulement de tonnerre au loin pouvait le plonger dans un état de panique totale. C'est une pensée qui remet les choses à leur place. L'homme qui a écrit certaines des phrases les plus difficiles de l'histoire était, au fond, juste un type qui voulait se cacher sous le lit quand un orage approchait. 13. Si vous pensiez que l'art de Salvador Dali était bizarre, attendez simplement d'entendre parler de sa technique de sieste. Pour puiser dans les images étranges et oniriques de son subconscient, il pratiquait ce qu'il appelait « dormir avec une clé ». Le procédé relevait de la performance artistique à l'état pur. Il s'asseyait sur une chaise, tenant une lourde clé en métal pincé entre le pouce et l'index, avec une plaque métallique posée sur le sol juste sous sa main. Il se laissait ensuite dériver vers le sommeil. À la seconde même où il s'endormait, ses muscles se relâchaient, la clé lui échappait et tombait sur la plaque dans un grand clang, le réveillant en sursaut. Le but était de se réveiller à cet instant parfait et fugace, l'état hypnagogique, et de saisir les images surréalistes et illogiques que son cerveau venait à peine de commencer à produire. C'est, sans aucun doute, la façon la plus excessive et théâtrale de faire une sieste de 5 secondes de toute l'histoire de l'humanité. 14. Søren Kierkegaard, le père de l'existentialisme, passait ses journées à se battre avec les concepts les plus lourds de la vie. L'angoisse, l'anxiété, le désespoir et la terrifiante liberté du choix. Son processus d'écriture était, à en croire tout le monde, une frénésie intellectuelle, fébrile et dévorante. Mais ce qu'il faisait après ces intenses bouffées de créativité, c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Une fois complètement vidé, après avoir déversé son âme philosophique sur la page, il se serait allongé sur le sol de son cabinet de travail et se serait contenté de rouler d'un bout de la pièce à l'autre. Il n'y avait aucune raison claire à ce rituel. Peut-être était-ce un exutoire physique à son épuisement mental, ou bien une manière de se sentir ancré après avoir flotté dans la pensée abstraite. Quoi qu'il en soit, l'image du philosophe mélancolique le plus célèbre du monde, roulant comme une bûche sur son tapis, est une absurdité qu'il aurait probablement appréciée. 15. Où trouvez-vous vos meilleures idées? Pour Agatha Christie, l'incontestable reine du crime, la réponse était simple, dans une grande baignoire de style victorien, tout en grignotant des pommes. Ce n'était pas seulement une habitude excentrique, c'était son bureau. Elle remplissait la baignoire d'eau chaude et y restait assise pendant des heures, croquant avec délice, tout en élaborant minutieusement les rebondissements complexes de son prochain roman de meurtre. Elle avait même fait installer une tablette spéciale en pierre à savon en travers de la baignoire pour y poser son trognon de pomme et, vraisemblablement, un bloc-notes. C'est dans ce sanctuaire vaporeux, parfumé à la pomme, qu'elle démêlait les brillantes conspirations que Hercule Poirot et Miss Marple devaient résoudre. Alors, la prochaine fois que vous séchez sur un problème, sautez peut-être le café et essayez un bain accompagné de quelques fruits. Apparemment, cela fait des merveilles pour tuer des gens, fictivement parlant. 16. Les romans de Jane Austen sont des chefs-d'œuvre de commentaire social, situés dans un monde de bals élégants et de manières raffinées.
mais les conditions dans lesquelles elle les écrivait étaient tout sauf glamour. À une époque où l'écriture de romans était considérée comme une activité peu convenable pour une dame, elle devait travailler en secret. Elle écrivait sur de minuscules bouts de papier discrets qui pouvaient être rapidement dissimulés sous un sous-main au moment même où elle entendait quelqu'un approcher. Son meilleur outil dans cet espionnage littéraire? Une porte qui grinçait. Elle refusait délibérément d'huiler la charnière de la porte de son cabinet de travail, parce que son grincement sonore lui servait de système d'alerte précoce, lui laissant juste assez de temps pour cacher son travail aux yeux jugeurs. C'est une ironie formidable. L'autrice qui a si parfaitement saisi la haute société de son époque opérait en fait comme une espionne, s'en remettant à une charnière défectueuse pour protéger son génie d'une découverte. 17. Andy Warhol, l'icône du pop art, était un maître dans l'art de cultiver son image publique. Tout chez lui relevait de la performance, jusque dans son trait physique le plus célèbre. Ses cheveux blonds platine saisissants. Mais cette emblématique « perruque d'effroi », comme il l'appelait, n'était pas qu'une déclaration de mode, c'était un bouclier soigneusement construit. Warhol a commencé à grisonner au début de la vingtaine et en était profondément complexé. Alors, il a commencé à teindre ses cheveux avant d'embrasser complètement l'artifice en portant une perruque argentée. Ce n'était pas seulement pour masquer son âge, c'était une façon de devenir une marque. La perruque le rendait instantanément reconnaissable, le transformant en l'une de ses propres créations de pop art. Une icône reproductible, fabriquée et légèrement inquiétante. Il a transformé une insécurité personnelle en pierre angulaire de son personnage public, prouvant que l'art le plus brillant est parfois celui que l'on vit. 18. Glenn Gould, le pianiste canadien, était un enfant prodige dont les interprétations de Bach sont considérées comme légendaires. Son génie n'était égalé que par son excentricité stupéfiante, qui s'exprimait le plus visiblement à travers sa relation bizarre avec la température. Gould était perpétuellement convaincu qu'il mourait de froid, même dans la chaleur étouffante d'un été new-yorkais. Il arrivait aux séances d'enregistrement emmitouflé dans un lourd manteau de laine, une écharpe, une casquette en tweed et une paire de gants épais. Il faisait ensuite tremper ses mains et ses bras dans de l'eau brûlante pendant exactement 20 minutes avant de jouer. Sa peur constante d'attraper un rhume était si extrême qu'il refusait souvent de serrer la main et qu'il rabrouait quiconque toussait ne serait-ce qu'à proximité. C'était un homme capable de produire la musique la plus sublime et la plus complexe, tout en étant habillé comme s'il s'apprêtait à entreprendre une expédition arctique vouée au désastre. 19. Michel-Ange, le génie monumental de la Renaissance qui a peint la chapelle Sixtine et sculpté la statue de David, n'était, pour le dire avec douceur, pas un adepte de l'hygiène personnelle. Il était tellement absorbé par son art qu'il considérait les soins de base comme une totale perte de temps. Selon ses contemporains, il se baignait rarement et pouvait passer des semaines, parfois même des mois, sans changer de vêtements. Il dormait souvent dans ses habits de travail et ses bottes de cuir, qu'il portait si longtemps que, lorsqu'il finissait par les enlever, la peau s'arrachait parfois avec. Il vivait dans un état que son biographe a qualifié de misère, totalement indifférent à la saleté qui l'entourait. C'est une pensée assez dégoûtante mais fascinante. L'homme qui a créé certaines des représentations les plus divines et parfaites de la forme humaine vivait lui-même dans un état de crasse absolue, sans aucun phare. 20. R. Buckminster Fuller était un inventeur et architecte visionnaire, surtout connu pour avoir créé le dôme géodésique. Son esprit fonctionnait constamment dans plusieurs dimensions de temps et d'espace, et il lui fallait un moyen de tout suivre. Sa solution était simple et merveilleusement excentrique. Il portait 3 montres. L'une était réglée sur le fuseau horaire où il se trouvait pour gérer le moment présent. La deuxième était réglée sur le fuseau horaire de son dernier lieu, le maintenant connecté à son passé immédiat. Et la troisième était réglée sur le fuseau horaire de sa prochaine destination, lui permettant de penser déjà à l'avenir. Pour Bucky, le temps n'était pas une progression unique et linéaire. C'était une expérience fluide, à plusieurs couches. Son système à 3 montres était son tableau de bord personnel pour naviguer dans sa propre existence chaotique de globetrotter, une manifestation physique parfaite d'un esprit qui vivait toujours simultanément dans le passé, le présent et le futur. 21.
Léonard de Vinci était peintre, inventeur, scientifique, ingénieur, un véritable homme de la Renaissance dont la curiosité ne connaissait pas de limites. Pour maximiser sa productivité et caser davantage de vie dans ses journées, il adopta un programme de sommeil radical et éprouvant connu sous le nom de cycle Huberman. Au lieu de dormir d'un seul long trait la nuit, Léonard pratiquait le sommeil polyphasique. Il faisait une courte sieste de 20 minutes toutes les 4 heures. Au total, cela ne représentait qu'environ 2 heures de sommeil par jour, libérant une quantité incroyable de temps supplémentaire pour son travail et ses études. Si la science moderne remet en question la viabilité à long terme d'un tel rythme, il permettait à Léonard de fonctionner dans un état de quasi-éveil permanent, brouillant la frontière entre nuit et jour. Il ne se contentait pas de gérer son temps. Il cherchait activement à s'affranchir de ses contraintes naturelles pour satisfaire son génie insatiable. 22. Igor Stravinsky, le compositeur révolutionnaire à l'origine de chefs-d'œuvre controversés comme Le Sacre du Printemps, avait un rituel quotidien particulier pour garder l'esprit vif et ses canaux créatifs ouverts. Chaque matin, sans jamais faillir, pendant 15 minutes, il se tenait sur la tête. Il était convaincu que cette inversion était essentielle à sa santé et à son art, affirmant qu'elle reposait la tête et éclaircissait le cerveau. On imagine à peine la scène de ce compositeur sérieux et redoutable dont la musique déclencha des émeutes, patientement en équilibre à l'envers dans son cabinet de travail, avant de se mettre à composer sa prochaine partition révolutionnaire. C'était son bouton de réinitialisation mentale, une étrange gymnastique quotidienne pour s'assurer que le sang, et vraisemblablement les idées musicales radicales, continuaient d'affluer vers sa tête. Il semble que même les esprits les plus complexes ont parfois besoin de tout mettre sens dessus-dessous. 23. Le philosophe allemand Immanuel Kant est célèbre pour ses œuvres complexes sur la métaphysique et l'éthique, réputées extrêmement difficiles à lire. Dans sa vie personnelle, cependant, il était une créature d'une simplicité et d'une routine absolue, inébranlable. Son emploi du temps quotidien était si précis, si rigidement respecté, qu'il devint une légende locale. Chaque après-midi, à exactement 15h30, Kant quittait sa maison pour sa promenade quotidienne. Il parcourait le même itinéraire, au même rythme, pendant la même durée, chaque jour sans exception. Les habitants de Königsberg y étaient tellement habitués qu'ils réglaient littéralement leurs horloges sur son passage. Ils l'appelaient la « horloge de Königsberg ». Sa vie était un système parfait et ordonné, une machine à penser où toute déviation était perçue comme une menace pour sa production intellectuelle. L'homme qui contemplait la nature de la réalité le faisait en veillant à ce que sa propre réalité ne change jamais, au grand jamais. 24. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, passa sa carrière à explorer les recoins les plus profonds et les plus sombres de la psyché humaine, mettant au jour nos désirs cachés et nos relations complexes avec nos parents. Pourtant, dans sa propre vie quotidienne, il entretenait un niveau de dépendance qui ferait rougir même Oedipe. Il dépendait tellement de sa femme, Martha, qu'elle devait accomplir pour lui-même les tâches les plus élémentaires. Chaque matin, c'était le devoir de Martha de presser soigneusement la quantité exacte de dentifrice sur sa brosse à dents. Ce n'était pas un fait isolé. C'était une part non négociable de leur routine quotidienne. L'homme qui enseigna au monde l'autonomie et l'importance de s'affranchir des figures parentales ne pouvait même pas préparer sa propre brosse à dents. C'est un détail merveilleusement ironique et humanisant, suggérant que même le grand explorateur de l'esprit avait besoin d'un petit coup de main pour commencer sa journée. 25. Coco Chanel, la créatrice de mode légendaire qui a révolutionné les vêtements féminins, était une femme au goût impeccable et à la détermination d'acier. Elle était aussi profondément, presque obsessionnellement, superstitieuse. Toute sa vie et sa marque étaient gouvernées par sa fixation sur un seul chiffre, le 5. Elle le considérait comme son chiffre porte-bonheur et y voyait le symbole d'une chance pure, sans mélange. Cette obsession dictait tout. Elle a baptisé son premier parfum, le plus emblématique, Chanel No. 5. Elle présentait ses nouvelles collections au monde le 5e jour du 5e mois, le 5 mai. Même les lustres de son célèbre appartement parisien étaient façonnés en forme de 5 entrelacés. Pour une femme qui prônait la simplicité et l'élégance,
Son système de croyances était une toile complexe de destinée numérologique, prouvant que même l'esprit le plus pragmatique et le plus puissant peut être gouverné par un porte-bonheur. 26. Marie Curie était un titan de la science, double lauréate du prix Nobel, dont les recherches révolutionnaires sur la radioactivité ont changé le monde. Elle était si dévouée à son travail qu'elle le vivait et le respirait, au sens littéral. À une époque où les dangers mortels des radiations n'étaient pas encore pleinement compris, Curie traitait ses découvertes avec une sorte de vénération affectueuse. Elle était particulièrement fascinée par la lueur éthérée bleu-vert émise par le radium. Elle gardait des fioles des isotopes radioactifs qu'elle avait isolés dans ses poches et les rangeait dans les tiroirs de son bureau. Plus choquant encore, elle gardait un récipient de sel de radium près de son lit, utilisant sa luminescence fantomatique comme veilleuse. Elle l'appelait son « petit verre luisant ». C'est une image glaçante et poignante. L'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire, lentement empoisonné par l'élément même qu'elle aimait, bercé par la belle lumière mortelle de sa propre découverte. 27. La reine Élisabeth I, la puissante et intelligente reine vierge d'Angleterre, présida à un âge d'or de la culture et de l'exploration. C'était une souveraine redoutable, avec une faiblesse très publique, très sucrée. Le sucre. Au XVIe siècle, le sucre était un luxe incroyablement coûteux importé du Nouveau Monde, et Élisabeth n'en avait tout simplement jamais assez. Elle en consommait en quantité énorme, des fruits confits aux sculptures de sucre élaborées, appelées subtleties. Le résultat inévitable fut une carie dentaire catastrophique. Ses dents devinrent tristement célèbres pour être noires et pourrir, lui causant une douleur considérable et rendant son haleine notoirement fétide. Mais comme elle était la reine, cet effet secondaire malheureux devint par inadvertance une étrange déclaration de mode. L'élite de sa cour, désespérée de l'imiter, commença délibérément à noircir ses propres dents avec de la suie et des cosmétiques afin de donner l'impression qu'elle aussi était assez riche pour se permettre une alimentation riche en sucre. 28. Charles Dickens était une machine littéraire, un homme dont l'esprit était une ville bourdonnante de personnages inoubliables et d'intrigues complexes. Pour faire tourner ce moteur mental, il se conformait à une série de rituels bizarrement précis, qu'il estimait indispensables à sa créativité. L'une de ses habitudes les plus singulières était son besoin obsessionnel compulsif de se peigner les cheveux des centaines de fois par jour. Il emportait son peigne partout avec lui, se lissant sans cesse comme pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Mais sa règle la plus étrange concernait son sommeil. Dickens était convaincu qu'il devait dormir tourné exactement vers le nord. Il croyait que cet alignement avec les pôles magnétiques de la Terre améliorerait sa créativité et son écriture. Il utilisait une boussole pour disposer les meubles dans n'importe quelle chambre d'hôtel ou chambre d'amis afin de s'assurer que son lit était parfaitement orienté avant même de pouvoir penser à dormir. L'homme qui a écrit un conte de Deville ne pouvait pas se reposer sans son propre nord véritable. 29. Pour la plupart des gens, se réveiller est une affaire privée et vaseuse. Pour le roi Louis XIV de France, le roi Soleil, c'était une véritable cérémonie d'État. Sa routine matinale quotidienne, connue sous le nom de lever, était l'un des rituels les plus importants au palais de Versailles. Dès que le roi se réveillait, une procession de personnes minutieusement orchestrées défilait dans sa chambre pour le regarder se préparer pour la journée. Ce n'était pas un petit comité. On parle de jusqu'à une centaine des plus hauts nobles, tous se bousculant pour être bien placés afin d'assister au grand spectacle du roi, enfilant sa chemise, se lavant le visage et choisissant sa perruque. L'honneur de lui tendre sa manche était un prix politique très convoité. Louis a transformé le simple fait de sortir du lit en une démonstration quotidienne de pouvoir, rappelant à tous que même ces moments les plus ordinaires comptaient davantage que toute leur vie. 30. Abraham Lincoln est resté dans les mémoires pour sa sagesse, son intégrité et son emblématique haut de forme. Mais ce couvre-chef célèbre était bien plus qu'un simple effet de mode. C'était son bureau mobile et son classeur personnel. Lincoln était notoirement désorganisé et avait l'habitude d'égarer des papiers importants. Pour y remédier, il se mit à utiliser l'intérieur haut de son chapeau comme un endroit sûr où conserver ses lettres, ses documents juridiques
ses notes de discours et même ses factures. Chaque fois qu'il avait besoin d'un document crucial, il lui suffisait d'ôter son chapeau, d'y glisser la main et de le sortir. C'était une solution brillamment pratique, quoique un peu peu digne, pour un avocat et homme politique de la frontière très occupé. Cela offre aussi une image mentale merveilleuse. L'homme qui allait prononcer le discours de Gettysburg, se promenant avec les premiers brouillons rangés dans son chapeau, à l'abri des regards indiscrets et de ses propres oublis. 31. Alan Turing, le brillant mathématicien et père de l'informatique moderne, était un esprit qui fonctionnait à un niveau que peu pouvaient le comprendre. Sa vie quotidienne, cependant, était une suite de batailles hilarantes contre des contrariétés mineures. Durant son passage à Bletchley Park, où il a déchiffré le code Enigma allemand, il avait une peur pathologique que ses collègues lui volent sa tasse à café personnelle. Sa solution high-tech, il l'attachait à l'aide d'une chaîne en acier, cadenassée à un tuyau de radiateur. Mais ses excentricités atteignaient leur apogée pendant la saison des allergies. Pour lutter contre son rhume des foins sévères, Turing se rendait au travail tous les jours à vélo, en portant un masque à gaz complet, de dotation militaire. La vue de ce génie discret pédalant à travers la campagne anglaise, un respirateur sanglé sur le visage, a dû laisser les passants totalement perplexes, symbole parfait d'un esprit si avancé qu'il n'avait pas de temps à consacrer aux solutions conventionnelles. 32. Marie-Antoinette, reine de France, est le symbole éternel d'une royauté extravagante et déconnectée. Son projet le plus tristement célèbre incarne parfaitement cette réputation. Lassée de l'étouffante formalité du palais de Versailles, elle ordonna la construction, dans l'enceinte du domaine, d'un pittoresque village paysan, idéalisé, appelé le hameau de la Reine. Ce n'était pas qu'une simple fantaisie de jardin. C'était une ferme pleinement fonctionnelle, avec un moulin, une laiterie et du bétail. Ici, la reine et ses dames d'honneur se déguisaient en costumes paysans, sur mesure, en soie et mousseline, et se livraient à une fantaisie de vie campagnarde simple. Elles faisaient semblant d'être des bergères et des laitières, s'occupant de moutons parfumés et ramassant des œufs dans des poulaillers impeccables. C'était un parc à thème de la pauvreté, étrange et fabuleusement coûteux, qui permettait à la reine d'échapper aux pressions de sa propre vie en se déguisant en cela même que son règne était en train de laisser tomber. 33. Arnold Schoenberg, le compositeur autrichien qui a été le pionnier de la révolutionnaire technique dodécaphonique et a changé à jamais le cours de la musique classique, était hanté par une peur invalidante qui l'a accompagné toute sa vie. Ce n'était pas la peur des critiques ou de l'échec, mais d'un nombre, 13. Il souffrait d'un cas extrême de triskaïdécaphobie, une terreur irrationnelle du nombre 13. Il l'évitait méticuleusement dans tous les aspects de sa vie. Il numérotait les mesures de ses compositions de façon à le sauter, écrivant 12A au lieu de 13. Il a été terrifié en réalisant que le titre de son opéra, Moses and Aaron, comptait 13 lettres. Alors il a volontairement mal orthographié le prénom d'Aaron pour le ramener à 12. Le véritable, glaçant dénouement de son histoire est survenu lorsqu'il a eu 76 ans. Un confrère compositeur a fait remarquer que 7 plus 6 égale 13, ce qui a plongé Schoenberg dans une spirale d'angoisse. Le vendredi 13 juillet 1951, il est resté au lit toute la journée, consumé par la peur. Il est mort cette nuit-là à 23h47, exactement 13 minutes avant minuit. Il s'avère que la frontière entre le génie et la bizarrerie brute de décoffrage est d'une finesse extrême. Maintenant, sois honnête. Laquelle de ces bizarreries a franchi la ligne entre l'excentrique et le franchement dérangé? Donne ton verdict dans les commentaires. Et si juger des esprits légendaires te fait vibrer, explose ce bouton j'aime et abonne-toi. La folie ne s'arrête pas là.